Bonjour Olivia, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Alors, tu es au Québec. Oui, exactement, à Montréal. Quel temps fait-il en ce moment? Pas très beau, malheureusement, il pleut beaucoup, Ah, il mais, pleut euh, beaucoup. mais de toute façon, on est à l'intérieur, donc ça change rien. Bah oui, de toute manière. Donc, Olivia, tu es là pour nous présenter la journée contre l'homophobie. Oui, c'est ça, le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, peux-tu nous en dire un tout petit peu plus au niveau Mhm. de tes actions que tu as? Oui, donc en fait, moi je suis agente de communication pour la Fondation Émergence, donc ici à Montréal, et nous organisons chaque année une campagne de sensibilisation pour le 17 mai, donc la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Qui est à l'initiative de ce projet-là? Alors en fait, ça a commencé en 2003. Laurent McCutcheon a décidé d'organiser une journée nationale contre l'homophobie ici au Québec. Et ensuite, ça a été repris assez rapidement par la France, qui a fait sa propre journée qui était le 17 mai. Et ensuite, en 2006, il y a une sorte de concertation internationale. Et donc, ça a été décidé que donc, la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie serait le 17 mai. Et le 17 mai, c'est pourquoi cette date en fait? En fait, le 17 mai 1990, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de retirer l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Donc en fait, c'est un peu pour commémorer cette date assez importante, puisque avant le 17 mai 1990, les homosexuels étaient encore considérés comme un trouble mental. Et c'est à l'international donc. Oui, l'Organisation mondiale de la santé. D'accord. Ah ben, j'en apprends tous les jours, tu vois. Donc, vous proposez donc avec la Fondation Émergence des formations, de la Mhm, sensibilisation donc mhm, contre la lutte de l'homophobie. exactement. Donc, on a plusieurs programmes, dont la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, pour cette journée-là, on crée chaque année des campagnes de sensibilisation. Donc, normalement, c'est des affiches, des dépliants et d'autres pièces de sensibilisation. Cette année, on a été un peu restreint à cause de la crise. Du coup, on s'est contenté d'une campagne sur Internet, mais donc toujours avec des visuels et aussi une vidéo qui va paraître samedi. Donc là, moi, tu m'as envoyé des très beaux visuels, très parlants, et je vais te laisser les commenter, si tu me le Ouais. permets. Oui, donc le premier visuel que vous voyez, donc en rouge, le soutien de la famille, c'est essentiel, avec en dessous écrit «Je veille sur ma petite fille trans». En gros, on a 6 visuels, une pour chaque couleur de l'arc-en-ciel, et chaque visuel met en scène une sorte de scène d'acceptation familiale, et avec différents membres de la famille et différentes identités LGBTQ+. Donc, ce qu'il faut compter aussi, c'est que c'est la famille, c'est pas juste les parents qui doivent accepter les enfants, mais c'est vraiment toute Tout à la fait. famille, parce que des fois, avoir le soutien de sa grand-mère, donc là, on essaie d'aller avec quelque chose un petit peu simple, un petit peu sympathique, on va dire, assez gentil, dans le sens où le scénario de cette image, ça serait que la grand-mère a offert une robe à sa petite fille qui est trans, donc peut-être qui a fait son coming out il n'y a pas très longtemps. Et donc, pour encourager l'expression de genre de sa petite fille, elle lui offre une robe. D'accord. C'est quand même une belle action parce que c'est au moins elle, elle soutient cette démarche et elle soutient également elle soutient aussi cette initiative de la personne. Mhm, Et est-ce c'est que ça. c'est toi qui a eu cette idée ou est-ce que c'est par rapport à un sondage, par En fait, rapport à ce c'est un peu les visuel? deux, on va dire. C'est pas exactement par rapport à un sondage, mais donc l'idée, c'était vraiment de montrer un peu différents portraits de famille. Mais je me suis basée sur différentes recherches que j'ai pu faire pour voir c'était quoi les choses les plus importantes. Et c'est vrai que la reconnaissance de l'identité des personnes trans et de leur expression de genre était quand même parmi les trucs vraiment importants. Donc, je voulais mettre en lumière ça. Là, on passe à la deuxième photo, donc à la deuxième illustration. Donc c'est un couple lesbien, si je ne me trompe Un pas. couple de femmes bisexuelles D'accord. qui ont un enfant. Donc, on voulait parler des familles homoparentales
et du fait que les enfants, en fait, parfois sont peut-être un peu gênés de parler de leurs parents quand ils ont deux mamans ou deux papas, parce qu'ils ont peut-être peur de l'intimidation qu'ils peuvent vivre et tout ça. Donc on voulait dire aussi c'est important que les enfants puissent dire qu'ils aiment leur maman, qu'ils aiment leur papa, qu'ils aient un papa ou une maman, ou deux papas ou deux mamans. Et oui, c'est très 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 important qu'il n'y ait pas de discrimination en fait Mhm, c'est par ça. rapport parce que au Québec et en France par exemple, est-ce qu'il y a cette la même discrimination à l'école par exemple quand un enfant va à l'école et que c'est une maman et que les autres enfants voient la même maman et une Mm. autre enfin les deux parents quoi qui sont femmes, est-ce qu'il y a cette discrimination qu'il y a en France la même? Alors je sais pas, je pourrais pas dire si c'est la même. Je pense que malheureusement dans tous les pays, il reste de la discrimination, puis il reste de l'intimidation à l'école. Après, je sais qu'au Québec, on est en train d'essayer de prendre des mesures. Donc, notamment, ça peut être des mesures assez symboliques, mais par exemple, dans les formulaires à l'école et dans les formulaires de l'administration, on essaye de pousser, puis ça a déjà été adopté dans certains endroits, pour que ça soit écrit parent 1 et parent 2, au D'accord. mieux que ça soit père et mère, afin que les parents homoparentales puissent inscrire leurs enfants sans avoir à rayer sur le formulaire et à réécrire en dessous Eh oui, leur nom. à écrire femme, épouse, C'est ça. c'est c'est assez. Je pense que ça doit être assez gênant Oui, de. en effet. Voilà. Donc là, Alors, le troisième visuel, donc je reste en contact avec mes oncles gays. C'était aussi pour souligner, donc encore une fois, la famille, c'est pas juste les parents et les enfants, ça peut être aussi les oncles, les tantes, les cousins, les nièces, les neveux. Moi, je vois que j'ai la chance d'avoir le support, par exemple, de mon oncle qui, de temps en temps, le 17 mai, m'envoie un petit message. Et c'est mhm. en partie de ça qui m'a fait penser à cette campagne, de se dire, ça peut être sympa si on a un membre de sa famille qui dit, ah, genre, joyeux 17 mai, tout Et oui, simplement. et même, je pense que lorsqu'on a échangé ensemble, effectivement, tu me suggérais tout simplement qu'en fait, chaque personne qui a une personne LGBTQI+, eh bien, envoie un message, juste une pensée, une mémoration, se mémorer, se remémorer. Exactement. En fait, le 17 mai, ça peut être vraiment une bonne occasion. Parce que souvent, même si vous êtes vraiment inclusif et ouvert et tout ça, ça peut toujours être bon de recevoir un petit message, un peu comme on fait pour la fête des mères, par exemple, juste pour dire, bon, ben, je suis contente de t'avoir dans ma vie, puis je suis fière de toi, ou ce genre de choses. Je t'accepte comme tu es, je suis contente de t'avoir dans ma famille. Et est-ce que au Québec, ça commence à prendre forme? Est-ce que les gens prennent une petite habitude d'envoyer un texto ce jour-là? Bah, je peux pas parler pour la population en entier, mais je vois que dans les chiffres de nos campagnes, c'est quand même, il y a quand même pas mal de gens qui participent, qui partagent, qui like, ce genre de choses. Et je vois que justement mon oncle, lui, il est en France, puis le 17 mai dernier, il m'a envoyé un petit message joyeux 17 mai. Euh, donc voilà, je me suis dit, ça m'a fait plaisir à moi, puis je suis sûre que ça ferait plaisir à d'autres personnes LGBT de recevoir des petits messages comme ça. Totalement, totalement. Je pense que moi, si ne serait-ce mon père ou un proche de ma famille m'envoie, ou ne serait-ce un ami, euh, m'envoie ce message, je pense que je le recevrai beaucoup plus librement et surtout avec grand plaisir. Image suivante, donc Le suivant, c'est ça, c'est donc notre visuel vert, je tiens à nos grands-mères lesbiennes. Donc aussi, ça, c'était une occasion un peu de casser un tabou, parce que quand on parle de personnes LGBTQ+, souvent on parle des jeunes. Et bien sûr, c'est important de parler des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Les personnes LGBTQ+, il y en a de tous les âges. Il y a la même proportion chez les jeunes que chez les plus âgés. Et vu qu'on est dans une population vieillissante, il y a probablement plus de personnes plus âgées LGBTQ+, que de jeunes. Donc voilà, en fait, le problème, c'est que les aînés sont souvent dans le placard parce qu'ils ont grandi à une époque où c'était criminalisé, où c'était considéré comme un péché, comme une maladie mentale, c'était très tabou. Donc en fait, le fait de reconnaître les relations qu'ils peuvent avoir entre eux, puis de les célébrer un peu, de dire que bah, l'amoureuse de ma mamie, bah, c'est ma mhm. mamie aussi, puis elle fait partie de la famille. Euh, voilà, c'est ce genre de petits gestes-là aussi qui peut être très apprécié. Parce que tu sais que moi, je regarde ce visuel, moi, je ne connais personne
allez, en dessous de 40-45 ans au niveau féminin, lesbienne, qui soit lesbienne. Je Mm. connais personne. Personne, personne. Je sais pas si toi tu connais des Oui. grands-parents, des personnes âgées, mais moi en tout cas, je ne connais personne. Bah, c'est vrai que moi, j'ai la chance de travailler avec des aînés. Donc, dans notre organisation, justement, la Fondation Émergence, on a un programme de sensibilisation auprès des aînés. Donc, on a des bénévoles aînés LGBTQ+. Donc, on a plusieurs bénévoles qui sont lesbiennes, qui sont trans. Puis aussi, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'âge, en fait, pour être LGBT. Il n'y a pas d'âge pour faire son coming out. Il n'y a même pas d'âge pour faire sa transition. On a des bénévoles qui font leur transition à 70 ans. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut vraiment accepter les personnes LGBTQ+, de tous les âges. D'accord. Et dans le, tu me disais la transition, donc transition, c'est FM ou MF au niveau transition, transsexualité, quoi. Oui, donc c'est quand une personne trans décide commencer un processus pour que son apparence, son nom, ses pronoms correspondent à son identité de genre. Donc ça peut être aussi bien de la chirurgie, mais ça peut être aussi juste changer de vêtements et changer de nom. Et chez vous, au Québec, c'est plus long? Combien de temps le parcours dure à peu près pour une transition? Ça, en fait, chaque personne a un parcours très, très différent. Comme je disais, il y en a qui vont choisir de faire des opérations chirurgicales, d'autres pas du tout, d'autres qui vont passer par des hormones, d'autres qui vont juste vouloir changer de nom. Mais c'est Mais ne vrai que serait-ce nos lois changer ont de quand même nom, pas par mal exemple. changé. Hmm. Ne serait-ce pour changer de nom, en fait. Pour changer de nom, ça c'est quand même assez facilité depuis 2018. Mhm. Depuis 2018, ça prend à peu près 1 an ou 2 quand tu commences les procédures. D'accord. C'est plus facilité parce qu'avant, il fallait faire l'opération chirurgicale pour pouvoir changer de nom et de pronom. Ah Mais bon. plus maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Ah bah écoute. Je savais pas que. Alors je sais pas si en France, mais j'inviterai les téléspectateurs qui regarderont à réagir dans les commentaires sur Gay Marseille. Euh, je sais pas si en France, on est obligé de changer de sexe pour changer d'identité en fait. Je ne saurais pas te dire. Toi, tu sais pas du tout? Ah non, je ne connais pas assez les lois et la situation en France. Eh bien, en tout cas, je profite de ce live pour inciter les personnes en transidentité et qui sont en parcours de transition à témoigner avec nous et à passer un message en direct. Voilà. Alors, on va continuer les visuels, si tu me le permets. Mhm. Oui, oui, oui. Il en reste plus que 2. Ah bah oui, oui. Donc là, Donc, c'est... le visuel bleu, je respecte mon enfant non-binaire. Donc, on trouvait ça assez important, donc en 2020, de parler de la non-binarité, Mhm. euh, qui est un enjeu qui commence à avoir un petit peu plus de visibilité, mais qui n'est pas encore très connu. Donc là, vous voyez vraiment une photo de famille heureuse, une famille un peu lambda, on va dire, avec 3 enfants, dont un garçon, une fille et une personne non-binaire. Et donc, on a marqué en fait le prénom de chacun de ces personnes et on a marqué pour la personne non-binaire Charlie et le pronom Mhm. Yel, qui est un D'accord, pronom non genré qui est utilisé par certaines personnes non-binaires. d'accord. Et en fait, pour toi, le non-binaire, c'est quoi en fait? Donc, une personne non-binaire, c'est une personne qui s'identifie comme étant pas entièrement homme ou pas entièrement femme. Donc, si son identité de genre va être quelque part au milieu ou ni l'un ni l'autre, on va dire. Et en fait, est-ce que une personne qui se dit non-binaire a la même mentalité qu'un homme ou une femme, ou est-ce que ça a une autre vision? Parce qu'en fait, psychologiquement, ça doit être pas forcément facile de se mettre dans un repère homme ou femme. Je pense que c'est juste que c'est des personnes qui se retrouvent pas en fait dans le modèle homme ou le modèle femme. Ils vont avoir. En fait, je pense qu'on est chacun individuellement différent aussi. Pas forcément, on se catégorise pas forcément et on se reconnaît pas forcément tous à 100% dans le modèle homme et dans le modèle femme. Mais les personnes non binaires vont juste pas se reconnaître dans un monsieur ou madame, disons. D'accord. Et en tout cas, donc là,
Rappelle-nous les prénoms. Alors, parce que moi, c'est un tout petit peu petit. Oui. Rappelle-nous les prénoms des enfants Alors, on a Marco, donc qui est le petit garçon, qui est à Charlie, qui est gauche. l'enfant non binaire, et Julie, qui est la petite fille. Donc, repère-nous par rapport à. Parce que je vois mal avec. J'ai même Oui, c'est la le. personne. Donc, là, à gauche, on a Marco, le petit garçon. Au Oui. milieu, on a Charlie, l'enfant non binaire. Et Mhm. à droite, Julie, la petite fille. D'accord. Et Et tiens, d'ailleurs, c'est un petit détail là, mais c'est vraiment petit, on ne le verra pas sur cet écran. Mais si les gens veulent voir chez eux, en agrandissant l'image, vous pouvez voir que sur le sac de Charlie, il y a un petit pins avec le drapeau non binaire. Donc ça, c'était un petit clin d'œil oui. qu'on voulait faire. En tout cas, c'est. J'ai remarqué parce que c'est vrai que effectivement, j'ai regardé sur des plus grands écrans, donc c'était plus facile. Mais en fait, il y a des détails comme par exemple ce pins là, ou comme il y a aussi, je crois que sur l'une des images, il y a un drapeau rainbow aussi. Oui, alors c'est le drapeau bispirituel en fait. C'est notre dernier visuel. Donc, je pense que tu peux le montrer. Oui, tout à fait. Alors, 2 petites secondes. Voilà, donc notre dernier visuel qui dit Je suis là pour mon frère bispirituel. Alors, c'est pas un concept qui est connu en France. C'est encore peu connu malheureusement au Canada. Et la notion de bispiritualité, en fait, elle vient des nations autochtones, des Premières Nations d'Amérique du Nord. Mhm. Et qui, en fait, eux, avant l'arrivée des Européens et des Occidentaux, ils avaient une conception du genre beaucoup plus complexe et beaucoup plus inclusive que la nôtre. Donc, selon les nations, ils avaient des compréhensions différentes, mais en tout cas, la bispiritualité, c'est issu en fait de cette compréhension-là. Ça peut être, ça regroupe un petit peu toutes les orientations LGBT qu'on connaît et qu'on appelle en tant qu'occidentaux. Qu'est-ce que tu entends par spirituel? Mais en fait, bispirituel, donc encore une fois, c'est vraiment issu des nations autochtones du Canada et d'Amérique du Nord en tout cas. Mhm. Mais c'est l'idée que une personne bispirituelle, c'est quelqu'un qui avait un esprit masculin et féminin, Mhm. qui avait un petit peu des deux. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de renseignements là-dessus, je vous encouragerais. On a fait une vidéo d'entrevue avec une personne bispirituelle. D'accord. Donc ça pourra peut-être vous donner une meilleure idée, parce que On c'est un complexe, ajoutera, c'est un on concept ajoutera un le peu lien. compliqué à expliquer en quelques Oui, mots. oui. On ajoutera le lien dans Gay Marseille en dessous de ton interview avec grand plaisir. Et en tout cas, donc tous ces visuels, parce que il y a eu le Covid, donc vous aviez une Mhm. campagne juste avant et vous avez dû réagir. Oui, en fait, c'est ça. Nous, on avait une autre campagne de prévue à l'origine qui était sur une autre thématique, sur la thématique du travail, de l'inclusion au milieu de travail. Mais on a décidé de changer parce qu'on ne trouvait pas que c'était approprié de faire une campagne sur l'inclusion au milieu de travail dans un moment où il y a énormément de personnes qui ont perdu leurs emplois, qui ont dû fermer leur commerce, qui ont dû fermer leurs entreprises. Donc, on trouvait que c'était pas la bonne chose à faire. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on le fera plus tard. C'est quand même un enjeu important. Il faudra qu'on en parle. On en parlera l'année prochaine. Mhm. Mais là, maintenant, ce dont on a besoin, c'est d'un message qui est positif. C'est un message qui va unifier les gens. C'est pour ça qu'on est allé avec une thématique beaucoup plus positive. Vraiment, justement, le hashtag, c'est hashtag aimons nos proches. L'idée, c'est vraiment d'envoyer un message de bienveillance, quoi. Donc je te laisse répéter hashtag et je vais le marquer Hashtag aussi. aimons nos proches. Aimons nos proches. Bien écoute, en tout cas, j'ai encore quelques questions parce que il y a quand même il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont percuté, ne serait-ce chez les seniors. Mhm. Et, parce que les seniors, apparemment, leur génération ne s'affirmait pas autant que nous, ce qu'on s'affirme. Oui, parce que c'était illégal. Et oui, effectivement, effectivement. C'est vrai que en fait, ça rentre dans les mœurs en fait aujourd'hui, et donc pour Mm. nous, bah en fait, ça c'est comme si, en fait, il y a des gens qui se sont battus. Oui, oui, oui. D'ailleurs, justement, ce qu'on dit souvent dans nos formations quand on parle à des intervenants qui travaillent avec des personnes aînées, c'est qu'on Mhm. leur dit, par exemple, une personne de 80 ans
qui est gay, jusqu'à ses 30 ans, c'était un criminel. Eh Jusqu'à oui. ses 30 ans, il pouvait aller en prison si c'était découvert qu'il était gay. Même au Québec? Donc forcément, ça influence le reste de sa vie, même si ça a été décriminalisé après. Hmm. Ça restait encore une maladie mentale jusque dans les années 90. On n'avait pas le droit de se marier. Et puis même au niveau de la société, même si c'était légal, c'était encore très mal vu. Il pouvait y avoir du rejet de la part de la famille, notamment, et du reste de la société aussi. Est-ce que tu connais l'association Grey Pride? Oui, 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 on travaille avec eux d'ailleurs. On a fait des partenariats avec plusieurs autres organismes en Europe, à Genève, en France, puis à Washington aussi. Ah oui, c'est quand même international. Je viens de le découvrir, tu vois, que c'est aussi international que ça. Parce qu'on va avoir Olivier qui va nous parler de cette association pendant cette journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et alors vous faites quand même des campagnes très coup de poing. Oui, c'est ça. En fait, notre but, c'est vraiment de parler au grand public et d'avoir un message qui va être le plus viral possible, dans le sens qui va toucher le plus de monde possible. Et c'est d'atteindre en fait les potentiels alliés. Donc, c'est pas forcément les homophobes pur sang qui vont de toute façon pas changer d'avis en voyant une seule campagne. Mais c'est peut-être de parler aux gens qui sont pas forcément ouvertement alliés tout le temps, mais qui vont peut-être voir notre campagne, puis ça va leur faire passer un message. Ils vont se dire, ah ben c'est vrai que moi j'ai un frère qui est gay, puis ça fait quelque temps que je ne vais pas parler. Ou ah, il me semble que j'avais un oncle qui justement qui vivait avec un homme, puis on n'en parle jamais dans la famille parce que c'est un peu tabou. Peut-être que je pourrais lui envoyer un petit message. Donc Et pour ça, en fait, on a l'habitude de faire des campagnes un peu plus coup de poing. Là, cette année, on est allé plus dans le positif, mais c'est vrai qu'on a tendance à faire des campagnes un petit peu choc, ah oui, justement parce que j'ai pour vu. faire bouger les choses. Et ça, j'ai vraiment vu. Et je te propose, je te propose de commenter Mhm. cette vidéo que je vais te montrer. Oui. Parce que vraiment, là, donc c'est le mur dont je t'ai parlé, enfin, dont tu m'as parlé, avec, avec des mots qui sont plus incroyables. Et ça, étonnant même. Donc, tu vas me dire tout de suite. Alors, 2 petites secondes. Hop, c'est parti. Donc oui, ça c'est une campagne qu'on a fait l'année dernière. Voilà, c'est la campagne de l'année dernière et il y a quand même, il y a quand même des mots forts. Oui. Donc c'est ça, c'était sur l'homophobie et la transphobie en ligne et le fait que les gens ignorent ce genre de violence. Donc pour faire en sorte que ça soit impossible à ignorer, on les a publiés dans la vraie vie. Donc c'était bien sûr avec une équipe de tournage, on avait les personnes qui faisaient l'affichage, c'était des acteurs, mais les gens qui réagissaient dans la rue, c'était des vraies personnes. On a fait ça en collaboration avec une campagne d'affichage, avec un organisme d'affichage, excusez, qui nous a permis d'utiliser ces plateformes-là. Et c'est ça, les gens étaient vraiment choqués. Il y en a beaucoup qui nous ont interpellés. Pourquoi vous affichez ça? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas sa place ici. Et il y en a qui ont appelé la police carrément. Ça, c'était pas du tout stagé. Au bout de Oui, 20 ça c'est. minutes, il y a des policiers qui sont arrivés avec une voiture puis qui nous ont demandé d'arrêter. Après, nous, on avait des permis, donc on leur a expliqué, puis ils ont bien sûr compris. Mais c'est ça. Donc ça, c'est le genre de message d'ailleurs que vous pouvez voir sur Internet. Et du coup, le message, c'était de signaler et d'enlever quand c'est possible ce genre de message. C'est quand même, ça fait quand même froid au dos hein, Oui. de voir ce genre de réaction, etc. Mais c'est hallucinant, c'est atroce quand même de voir Mm. cette telle violence. Et est-ce que tu es au courant d'une nouvelle loi qui a été votée en France? Oui, oui, oui. En plus, c'était à peu près à la même époque. Donc, je pense que en même temps qu'on a fait la campagne, il y a eu une sorte d'élan contre l'homophobie et contre la haine en ligne en général, qui était assez belle à voir d'ailleurs. Et tu as vu qu'il y a quand même des gens qui demandent à cette ministre de démissionner. Qu'est-ce Écoute, que tu en penses? c'est ça, en fait, je pense que l'argument de la liberté de parole et la liberté d'expression, c'est un argument valide tant qu'il n'y a pas de violence.
Quand on demande aux gens d'aller tuer d'autres gens, c'est pas de la liberté d'expression, c'est de l'appel à la haine. Et l'appel à la haine, c'est illégal. Parce que moi, ça Les m'a menaces de choqué, hein. mort, c'est illégal aussi. En préparant l'interview ensemble, je ne savais pas quoi dire. Honnêtement, je suis tombé, mais quand j'ai vu ça, alors que la loi a été votée en majorité, etc., ça a été. Ce qui est bien, parce que qu'est-ce que tu en penses au niveau de s'il y a du harcèlement, s'il y a des propos haineux, ainsi que homophobes ou transphobes ou lesbiennephobes ou d'autres. Qu'est-ce que tu en penses de faire retirer immédiatement sous 24 heures sous peine d'amende? Je pense que c'est très bien. Justement, c'est une demande qu'on faisait aussi. C'est un peu de responsabiliser les plateformes par rapport aux contenus qui sont sur leur plateforme, tout simplement, parce que quand on voit qu'ils sont capables de censurer très rapidement un téton, mettons, Oui, 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 s'il y a un exactement. téton féminin, ils n'ont aucun problème à le censurer. Mais par contre, il y a des menaces de mort et des appels à la haine qui sont absolument atroces et qui peuvent rester des années en ligne. Et surtout, je tiens à rappeler que ces espaces comme Facebook et Twitter, c'est pas juste des adultes qui sont dessus, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent Ah voir oui, ça. Puis imaginez un jeune de 12-13 ans qui commence à découvrir son homosexualité, qui commence à se demander s'il devrait faire son coming out. Et il va en ligne et il voit des propos hyper haineux, hyper violents comme ça. Euh, c'est catastrophique. et est-ce que ça fait depuis quelques années qu'il y a des débats, il y a des échanges, parce que qui est à l'initiative en fait de cette loi par exemple? Ou est-ce que c'est l'ensemble des associations internationales qui ont écrit cette loi, ou ils se sont inspirés de tous les pays et de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Là, je pourrais pas commenter ce qui se passe au niveau de la politique française, parce que je suis pas vraiment sur place. Bon, c'est clair qu'il y avait une volonté de plusieurs associations de faire quelque chose contre la haine en ligne. Euh, mais après, je ne saurais pas dire qui a été à l'initiative. Parce que peut-être votre fondation a fait partie aussi de cet impact et de cette réflexion à la fois à la France et à la fois à l'international. Alors, on espère qu'on a été l'inspiration du changement, en tout cas. C'est un peu le but, des fois, c'est d'avoir un effet un peu indirect. Euh, on ne va pas forcément faire du lobbying direct, il y a d'autres organismes qui font ça très bien. Nous, c'est vraiment de changer l'esprit et l'opinion publique petit à petit, de façon très douce, enfin, quelque part, dans le sens où on va faire ça vraiment sur le plan général, en campagne après campagne, en essayant de démystifier les préjugés, en essayant d'informer les gens. Est-ce que vous avez, toi, dans ta carrière, combien de fois et combien de phrases, enfin je me, je reformule ma question, qu'est-ce qui t'a choqué depuis aujourd'hui, depuis que tu es sur le terrain, depuis que tu travailles sur le terrain, que tu fais des actions, quelle a été l'action la plus choquante pour toi à tes yeux et quelle a été l'action la plus positive? Alors, des actions choquantes, malheureusement, j'en ai vu beaucoup parce que tout simplement parce que je fais la recherche pour nos campagnes. C'est moi qui fais la partie recherche. Donc, par exemple, pour notre campagne sur l'intimidation en ligne, j'ai dû passer des heures et des heures sur Twitter à trouver les pires insultes qui existent. Donc, j'en ai vu beaucoup. Je pense que ce qui m'a choqué quand j'ai fait cette campagne-là, c'est à quel point il y en avait qui étaient, ça faisait plusieurs années, il y en avait qui dataient de 2012, puis ça n'avait toujours pas été signalé ou Ah enlevé. oui. Puis la violence, en fait, je pense, de certains propos qui étaient très, très graphiques, qui m'a choquée. Aussi, je pense que certains raisonnements, des fois, qui me choquent beaucoup, notamment, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que c'est des enjeux complexes, là, mais tout ce qui concerne la thérapie de conversion, le viol correctif, tout ça, c'est des enjeux qui, oui, qui m'ont beaucoup choquée. Donc ça, c'est du côté négatif, mais j'ai vu aussi beaucoup de choses positives. Donc au niveau positif, je dirais, j'ai eu un témoignage d'ailleurs d'une personne à l'île Maurice
qui nous a envoyé un message après avoir vu notre campagne de 2018 pour nous dire que en fait, notre campagne de 2018 lui avait donné du courage et que grâce à ça, elle avait fait son coming out un peu. Et d'ailleurs, elle va nous envoyer une vidéo de témoignage par rapport à son coming out, par rapport à sa famille. Donc, on va publier probablement ce week-end. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touchée, de voir qu'on a pu influencer comme ça la vie d'une jeune fille qui est à l'autre bout du monde. En tout cas, félicitations pour toutes ces actions, parce que Merci. je pense que tout ce que tu dois voir et tout ce qui... parce qu'il y a quand même, nous en France, on a quand même SOS homophobie, on a Stop homophobie, on a bien d'autres, on a le refuge aussi avec qui vous travaillez Mhm. aussi, d'après ce que j'ai compris. Oui. Mais est-ce que au Québec, par rapport à la France, est-ce que vous avez un peu plus de tolérance? Je dirais que oui, mais c'est dur à jauger comme toujours, mais je sais qu'au niveau des agressions homophobes, je pense qu'on en a un petit peu moins qu'en France. Il y a peut-être un peu moins de violence physique. Après, bien sûr, il y a toujours des problèmes partout, malheureusement. Mais au niveau des ressources, je pense qu'on a aussi beaucoup d'implications du gouvernement. On a la chance d'avoir un gouvernement qui est très actif, qui subventionne, qui participe à différentes campagnes. Donc on a la chance, c'est ça, d'être financés par le gouvernement pour agir contre l'homophobie et la transphobie. Et d'après ce que j'ai compris, il y a même un ministre, le Premier ministre, qui a participé à une marche. Oui, c'est ça. Donc Justin Trudeau, c'est le premier chef d'État à avoir fait partie d'une marche de la fierté. Donc c'est ça, on a quand même une implication, c'est quand même le chef de l'État canadien. Mm. Donc c'est quand même assez important. C'est C'est un comme bon si, message en tout cas. c'est comme si nous avions Monsieur Emmanuel Macron, notre C'est ça, président, qui marcherait main dans la main avec la Gay Pride, quoi. exactement. Puis il l'a fait plusieurs fois, il essaye de se libérer en tout cas à ces moments-là. Et je pense que même c'est surtout symbolique en fait, c'est Mhm. de voir qu'un chef d'État s'associe à ce genre d'événement, qui Sans par crainte. exemple prête sa voix à des campagnes contre l'homophobie et la transphobie, qui lui aussi souligne la journée contre l'homophobie et la transphobie. Mhm. Ça envoie un message fort à la population, je pense. Est-ce que tu penses que nous, en France, on y arrivera à avoir un président qui prenne position et qui, parce que nous, on a eu les municipales là, il n'y a pas très longtemps, et Mhm. la communauté LGBT n'a pas été très visée. Et elle a été un peu mise de côté, et honnêtement, nous, on n'a pas été visés, même s'il y a des choses où on peut se repérer, mais purement, il n'y a pas grand monde au niveau politique qui en a parlé. Qu'est-ce que tu en penses au niveau politique? Je pense qu'en fait, oui, on y arrivera un jour, en tout cas, je l'espère. Je pense que ça prend du temps, puis chaque population, chaque pays a un peu sa propre évolution, parce qu'on a tous des histoires assez différentes. Nous, c'est vrai on est quand même, on s'est lancé un peu dans cette bataille-là dans les années 2000, donc avec le droit donc les conjoints de fait, le mariage, l'adoption, tout ça, ça a été réglé de 2000 à 2005. Ce qui Donc, est quand rapide, même, en à fait. partir du moment où on a eu ça a été, on va dire, plus facile de construire là-dessus. Donc, c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus récent le droit au mariage. Donc, je pense que le fait de normaliser l'idée des couples homosexuels, puis du fait que les familles homosexuelles sont des familles comme les autres au sein de l'État, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Je pense aussi. En tout cas, Olivia, je te remercie. Merci à vous. Et en tout cas, on se donne rendez-vous. Donc, on continue l'émission. Donc, là, en fait, on est en différé. Donc, est-ce que tu peux nous dire un dernier mot avant de se quitter? Oui, j'en profiterai tout simplement pour dire en fait à tous ceux qui ont une famille qui les accepte, euh, bah, profitez-en, et à tous ceux qui ont des familles qui les acceptent pas, je suis vraiment désolée de votre situation, puis ça peut s'améliorer. On a la chance aussi de pouvoir choisir ses amis. On ne choisit pas notre famille, mais on peut choisir ses amis. Donc entourez-vous de gens qui vous acceptent et qui vous aiment tel que vous êtes. En tout cas, rappelle-nous tes réseaux sociaux. Oui, donc on a sur Facebook la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.
Puis c'est pas mal la même chose un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Et si vous voulez chercher sur Internet homophobie.org, vous allez retrouver toutes nos ressources. .org. En tout cas, merci beaucoup. Excellente fin de journée. Et en tout cas, on enchaîne avec le plateau en direct. Car en ce moment, on est avec le refuge. Et on va voir aussi l'association Grey Pride. Et bien d'autres associations qui vont intervenir. En tout cas, Olivia, merci beaucoup. Mille merci. Et Merci à vous. on se dit à tout à l'heure sur le plateau.